L'idée, c'était de parler avec vous des enjeux de permacirculaire en conception intégrée pour une soutenabilité forte en ingénierie. Alors, je viens d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire des sciences de la conception et de l'optimisation de la production, qui est le GESCOP à l'université Grenoble-Alpes. Et donc, nous, on a comme ADN du laboratoire le système de production. Donc, c'est à la fois notre objet de recherche, si vous voulez, et puis aussi la source de nos verrous scientifiques. Et les concepteurs sont aussi ceux qui vont utiliser les méthodes et les outils qu'on développe. Donc, de ce fait, en fait, on déploie une forme de diversité de différentes méthodes et d'outils de recherche qui sont mobilisés pour arriver à aider, à accompagner le système industriel, le système de production dans les transitions à venir. Donc, vous connaissez les transitions actuelles sur les défis d'une économie plus circulaire, plus soutenable, mais également sur la question du numérique et la place notamment de l'humain dans des chaînes de production de plus en plus numérisées, et ou encore le futur des systèmes de production, comment on va arriver à déployer des nouvelles technologies, par exemple la fabrication additive ou la réalité virtuelle et augmentée. Dans ma petite équipe, on travaille sur la conception systémique humain, environnement et technologie, et là, on vient aborder comme défi scientifique la conception, le pilotage de la conception sous contrôle de ressources et des impacts environnementaux qui sont générés, la compréhension des modes de consommation durable, soutenables, avec cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut intégrer la démarche, les méthodes d'éco-conception dans les processus de conception et d'éco-conception la plus innovante possible, avec les défis vraiment de cette économie circulaire. Et moi donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les mécanismes d'intégration de la soutenabilité forte et absolue dans les activités des concepteurs en conception située, c'est-à-dire par rapport à un milieu, j'y reviendrai, et de développer des méthodes avec et pour les concepteurs. Alors, deux mots sur mon parcours. Donc, moi, là-bas, je suis ingénieur en conception mécanique. Ensuite, j'ai fait un master en double diplôme d'éco-conception et d'écologie industrielle de l'UTT. Ensuite, j'ai été un petit peu chercheur au RMIT en Australie. Et puis ensuite, je suis venue en tant que maîtresse de conférence à Grenoble, au GESCOP, depuis 10 ans. Alors, il y a 2 ans, je suis partie au Resilience Center de Stockholm pour essayer de mieux comprendre le cadre des limites planétaires. Et c'est ce qui m'intéresse de vous présenter aujourd'hui. Alors maintenant, ça commence à être quand même des notions qui sont démocratisées, mais je pense que ça peut être enrichissant pour vous d'avoir l'avis de quelqu'un qui allait parler directement à ceux qui ont développé ce cadre. Aussi, je suis allée un petit peu à la DTU pour parler d'Absolute Sustainability. Donc, si ça vous parle, on pourra en parler. C'est-à-dire comment, finalement, on vient décliner la contrainte des limites planétaires dans les outils d'analyse d'impact environnemental de type ACV, que vous avez vu notamment avec Lucas dans ses cours, si j'ai bien compris. Et puis aussi un petit peu avec des chercheurs de Lausanne pour essayer de comprendre les concepts qui sont liés aux enjeux de permacircularité. Donc, très concrètement, aujourd'hui, je suis dans pas mal de projets de recherche, à la fois européens, national et puis plus local, les projets de l'IDEX de Grenoble, sur ces questions-là, qui sont aussi en collaboration avec notamment le laboratoire de génie électronique. Donc, je voulais, dans un premier temps, vous présenter le cadre des limites planétaires, c'est de voir un peu la genèse, les intentions des auteurs à la base quand ils ont développé ce cadre. Ensuite, la mise en œuvre, comment on peut permettre à nos sociétés industrielles de maintenir l'habitabilité de la planète, parce que voilà, il s'agit quand même de ça. Et puis ensuite, et donc d'aller vers la notion de démocratie participative et la capacité en fait des concepteurs à intégrer ça dans leur activité au travers des outils de Design for Sustainability. Puis ensuite, on va partir en troisième volet, si on a le temps, et j'espère, sur les actions pour le concepteur et pour le chercheur en ingénierie, avec quelques hypothèses que je vous ouvrirai, que je vous proposerai comme ouverture au débat. Alors, commençons avec le cadre des limites planétaires. Donc, à la base, le contexte, c'est que les 10 000 dernières années ont opéré dans un système planétaire relativement stable d'un point de vue climatique, dans un couloir de 2 degrés Celsius. Donc ça, je pense que vous êtes tous bien au courant. Et ça pourrait encore se maintenir pendant encore quelques milliers d'années, mais la stabilité est menacée actuellement par l'activité anthropique, c'est-à-dire qui vient de l'homme. On le mesure grâce au carbone, enfin l'isotope. Donc on est capable d'être à peu près sûr que
petits deltas supplémentaires affectent de manière irréversible et avec une grande inertie dans le temps les conditions climatiques. On peut le visualiser sur ce schéma que vous voyez qui est assez bien connu, hein, que vous pouvez aller voir sur Wikipédia, qui est une présentation aussi du Labo 1.5. Je vous invite à aller les voir, où on voit que sur des échelles évidemment temporelles non linéaires ici, cette dernière période, je ne sais pas si vous voyez, ouais, de l'Holocène a été relativement stable, et c'est ça qui a permis à l'Homo sapiens de se développer de manière très intéressante, et aujourd'hui d'avoir des systèmes de production qui sont particulièrement efficaces. On le voit, c'est ce que Wynne Stephen a appelé le phénomène de grande accélération, au travers d'un ensemble d'indicateurs, à la fois des indicateurs d'extraction des ressources et aussi d'émissions dans l'air, le sol, l'eau, mais également de création de services ou de création de biens. Donc, si vous ne connaissez pas les publications de Will Stephen, je vous invite à regarder ça plus en détail, mais je pense que vous connaissez. On peut le voir aussi avec l'évolution des équipements connectés dans le monde. Et finalement, les chercheurs sont questionnés, est-ce qu'on peut mettre un nom au travers de cette grande accélération? Donc il y a eu plusieurs datations de cette entrée dans l'Anthropocène qui a fait débat dans le milieu scientifique. Il y en a certains qui ont dit la première datation, il faudrait dire que c'est le moment où est le feu, l'arrivée du feu, et on le retrouve dans les calottes glaciaires, etc. La deuxième datation serait plutôt au niveau de l'agriculture. C'est ce qui a permis de l'ancien régime à passer au nouveau monde, et ça allait de pair avec une forme d'impérialisme, de domination, d'esclavagisme. Puis Crutzen, en 2002, lui a plutôt apporté des arguments en disant finalement c'est le début de l'ère industrielle avec la machine à vapeur en 1769 qui est vraiment marqueur de cette grande accélération, et ça va de pair avec cette révolution industrielle, hein, avec des modifications chimiques qu'on arrive à mesurer dans l'atmosphère, et ça va aussi avec cet impérialisme capitalistique pour le coup. Et ensuite, il y a d'autres chercheurs qui se sont dit c'est plutôt les radionucléides. Alors ça, c'est un peu plus tard, pardon, c'est la 6e. Dans les années 1950, c'est la grande accélération dont je vous ai évoqué avec Will Stephen, où on voit les graphes à droite. Et puis, en 1945, avec tous les essais atomiques, on arrive à mesurer dans l'air des radionucléides et puis dans l'air, le sol, l'eau, et on est dans une autre forme de datation qui a été soulevée par les scientifiques ici. Après, il y a d'autres scientifiques aussi qui disent qu'un temps géologique, c'est forcément a posteriori et sur des périodes beaucoup plus longues. Donc au final, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble de ces chercheurs engagés qui sont ensemble, qui portent en fait le même message, qui a cette grande accélération, ce basculement dans une nouvelle ère, et que se crêper le chignon sur à quelle date ça a vraiment eu lieu, c'est plus un problème, on va dire, de conscientisation qu'il y a un problème, plutôt que ce sur quoi on devrait se poser la question, c'est-à-dire ce consensus scientifique, cet appel social et politique par les scientifiques qui disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre sous le tapis cette inquiétude et qu'elle relève de plus en plus des questions qui devraient être abordées au niveau scientifique et au niveau des industriels de notre société industrielle d'aujourd'hui. Je vous renvoie vers les travaux d'Alexandre Fédéraud là-dessus qui sont vraiment très intéressants. Alors en 2006, il y a eu la création du Resilience Center de Stockholm avec notamment l'équipe de Sarah Cornell chez qui je suis allée pour discuter, pour les rencontrer. Ils ont développé ce concept des limites planétaires. En 2009, donc, il est sorti cette publication de Rockström avec un groupe international de 28 scientifiques, et le but c'était vraiment de définir cet espace sûr pour l'humanité, assurant le maintien, de maintenir en fait les conditions de l'Holocène. Et sous couvert de cette délimitation d'espace sûr, il y a cette idée de dépassement de ces limites, c'est-à-dire on les dépasse quand on bascule dans un changement environnemental qui peut advenir de manière brutale avec des phénomènes dits de basculement non linéaire et des effets délétères, voire catastrophiques, et qui ont un effet inertiel et sur les humains et sur les écosystèmes. Voilà le cadre des limites planétaires. Juste pour savoir, tout le monde le connaît ou je rentre dans les détails? Si vous le connaissez vraiment hyper bien et vous n'avez pas du tout envie de l'entendre, levez la main. Ok.
Donc il y a 9 catégories des limites planétaires qui sont donc ici. Donc la première, les 2 core planetary boundaries, c'est-à-dire celles qui sont les plus impactantes, les plus importantes, qui entraînent avec des effets systémiques et collatéraux des effets sur les autres, sont le changement climatique et l'intégrité de la biosphère. Alors changement climatique, tout le monde en parle, l'intégrité de la biosphère un peu moins. Ensuite, on a on a les autres qu'on verra au fur et à mesure, et peut-être que du coup vous êtes familier avec ce cadre. Donc on voit ici vraiment cet espace où vous voyez la partie verte finalement, et ce qu'on appelle l'espace sûr, une sorte de système dans lequel il n'y a pas de risque de basculement et d'effondrement. Et à partir de ces limites ou ces frontières qui sont définies, on le verra comment, eh bien, on basculerait dans des formes de changement, de fonctionnement naturel de ces écosystèmes qui remettent en question l'habitabilité des conditions qui ont été favorables pour notre développement. Alors, le changement climatique et, donc, comme je l'ai dit, et l'intégrité de la biosphère sont un peu forment le socle d'importance fondamentale pour le système Terre, et à eux seuls sont capables de conditionner le comportement vraiment des autres. Alors, effectivement, quand on regarde l'exemple du climat, on voit que la Terre, c'est une planète qui échange du rayonnement lumineux avec l'extérieur. Ça, vous avez déjà dû voir ces slides qui entrent dans son étoile, qui entrent par le Soleil avec de la lumière visible. Il y a une partie qui est réfléchie, il y a une partie qui rentre au niveau de la planète puisqu'elle est tellurique. Ensuite, ça ressort en chaleur avec des infrarouges. Je ne fais pas la mécaflux, mais vous voyez. Et derrière, on a 5 sous-ensembles terrestres qui sont la lithosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, l'atmosphère et la biosphère. Et l'ensemble de ces fonctionnements peuvent être modélisés, et c'est ce qui est réalisé, qui nous arrive à avoir des scénarios ensuite d'évolution des forçages que l'on a à l'intérieur interne et des forçages externes pour mesurer la température moyenne au niveau de la planète. Et donc on voit que à partir de 1960, ici, on a une augmentation de manière exponentielle importante de la moyenne de la température au niveau de la planète, et que ce n'est pas corrélé à du forçage, donc ici volcanique, solaire, ou encore les oscillations que l'on a au niveau des courants de température classiques que l'on peut avoir sur du forçage externe. Alors là, je vous ai mis cette slide, vous pourrez y revenir, c'est un peu pour expliquer les différents blocs que l'on va avoir qui calculent le forçage radiatif par émission et par facteur. Si vous allez sur le site de Bonpot, il y a une belle vulgarisation scientifique sur tous ces résultats-là. Et en gros, vous voyez qu'il y en a certains, ils ont un facteur qui qui vont plutôt avoir tendance à réchauffer, et d'autres plutôt à refroidir. Par exemple, tout ce qui est aérosol, poussière minérale, etc., ça va plutôt refroidir. Alors que, donc, effectivement, on se souvient de la dernière ère glaciaire, et puis les causes, et puis tout ce qui va plutôt avoir tendance à chauffer. Ici, on voit par exemple les émissions de CO2 équivalentes. Donc, on observe du coup cette moyenne au niveau de la France. Alors oui, donc vous savez bien que les prévisions, les scénarios, les rapports du GIEC présentent à la fois au niveau international, au niveau du globe, puis aussi ils donnent des indications au niveau national. En France métropolitaine, on est capable de revoir un petit peu les tendances qu'il y a eu sur des piliers de 10 ans. C'est à peu près l'ordre de l'échelle pour être sur des réflexions climatiques et pas juste de la météo. Et donc on voit qu'on a eu un réchauffement qui était plutôt lent de la période 1900-1945. Ensuite, on a eu un léger refroidissement chez peut-être les grands-parents de certains, ou même les parents peut-être. Et puis après, donc une augmentation qui est plutôt de type vraiment plus plus importante depuis les années 1980. Et on le voit, il suffit ici de prendre la mer de glace du massif du Mont Blanc pour voir la différence à la même époque qu'on avait en termes de recul du glacier par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, il y a une modélisation qui comprend plusieurs étapes successives renouvelées pour progresser avec une mise en équation, une modélisation avec l'élaboration des schémas numériques, mathématiques, et pour résoudre les équations. Ensuite, on a le développement des logiciels avec des supercalculateurs
pour arriver à obtenir des résultats sur des simulations, des projections qui confrontent les données ensemble. Et donc on peut voir une superposition des différentes courbes qui nous amène à les résultats que l'on connaît sur la perturbation climatique. Et bien voilà, et ben pour les autres catégories des limites planétaires, on le fait à peu près, enfin c'est pas exactement pareil, mais c'est le même fonctionnement. Et donc on a plusieurs modèles qui sont intersectoriels. On a image, on a PIC, enfin bref, on en a plusieurs. Donc on vient modéliser à la fois les systèmes donc, planétaires, les fonctionnements des systèmes, et on essaie d'intégrer on va dire la relation qu'entretiennent les populations sur un territoire donné. Et c'est ça qui rend les choses assez complexes. C'est finalement, c'est ce jumelage entre l'activité des personnes sociales et le fonctionnement des écosystèmes. Alors, comment ça marche pour arriver à calculer ces fameux points de bascule? Alors, dans ces systèmes-là, pour chaque limite planétaire identifiée, on a 1, voire 2 variables de contrôle qui sont proposées. Et donc, par exemple, pour le changement climatique, la variable de contrôle, ça va être la concentration atmosphérique en CO2 et l'augmentation du forçage radiatif au sommet de l'atmosphère. Ces variables de contrôle, on va utiliser aussi des variables de réponse pour illustrer le comportement du système Terre en réponse donc aux perturbations des variables de contrôle. Je crois que c'est clair. Donc par exemple, pour le changement climatique, la variable de réponse, ça va être la température globale avec moyenne de surface, avec le niveau des océans qui augmente, la masse de la glace continentale qui diminue, etc. Donc sur la figure de droite ici, vous voyez qu'on a la zone donc, de cet espace sûr qui est en vert, et dans ce delta jaune, on a cette limite en fait qui est sur une plage, une zone d'incertitude qui permet, à partir de laquelle on franchit en fait la limite et on rentre dans une zone d'un risque de déstabilisation du processus qui est considéré ici, la perturbation climatique, par exemple, sur l'exemple que j'ai pris. Donc, si on prend cet exemple-là, l'intervalle entre 350 et 450 ppm, c'est à peu près l'intervalle qu'on se fixe au niveau du GIEC pour considérer qu'ensuite on est passé dans le point de bascule. Alors, on a dépassé ces 350 ppm à partir de 2009, quand la publication est sortie, la première sur le cadre des limites planétaires, on avait déjà dépassé, puisqu'on était à 388 ppm de CO2 équivalent atmosphérique, donc c'était supérieur à 350, et aujourd'hui on est de l'ordre de 420, quelque chose comme ça. On va revoir un peu exactement les chiffres. En 2009, il y a aussi la limite franchie pour l'intégrité de la biosphère. On s'était fixé un taux à 10 extinctions par million d'espèces par an, et on était à plus de 100. Il y a eu aussi la limite franchie pour les cycles biogéniques de l'azote, qui sont essentiels à l'agriculture, où on est de l'ordre de 121 millions de tonnes par an de diazote qui est prélevé dans l'air, dans l'atmosphère, donc par les humains, dans une limite qui est proposée à 35 millions de tonnes par an. Alors l'azote, c'est beaucoup utilisé, notamment dans le secteur de l'agriculture, pour augmenter la productivité, puisque vous savez que c'est un élément essentiel pour la croissance des plantes et pour la photosynthèse, et que justement la rotation des cultures, normalement, permet, avec les nodules des fabacées, de créer cet azote, c'est-à-dire de transformer l'azote qu'on va puiser dans l'air en azote qui est bioassimilable par la plante. Et donc avec les engrais chimiques, finalement, on coupe cette rotation naturelle et donc ce bio-enrichissement, cette biodiversité qu'on peut avoir au niveau de la Terre, pour remplacer par un azote de synthèse bioassimilable qui arrive directement au niveau de la plante et qui permet sa croissance rapide, qui permet sa croissance. Alors ça a permis notamment d'éliminer quand même la famine qu'il y a eu de manière très importante en Chine. Ça a été aussi intéressant, les engrais chimiques, ils ont été beaucoup développés, notamment par des industries qui développaient aussi pendant la guerre d'autres activités. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de notre histoire. L'effondrement de la biodiversité, il faut derrière comprendre ce qu'est la diversité biologique. Ça désigne toutes les formes de variabilité du monde vivant, au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes, au niveau du complexe écologique dont font partie les organismes. Donc ça intègre à la fois la diversité intra-espèces,
interespèces et inter-écosystèmes. Donc il faut savoir que les organismes vivants, ils peuvent que se diversifier à des vitesses un peu variables. Ils s'adaptent en permanence aux variations de l'environnement, ils modifient cet environnement au gré des changements génétiques et par le hasard, et forment un système avec toute modification qui génère d'autres modifications ailleurs. Et cette capacité en fait du vivant a la capacité à cette dynamique d'être adapté au fil du temps, et donc sa capacité de résilience. C'est la qualité de cet environnement qui lui permet ça. Et ce qu'on observe, c'est que cette qualité, en fait, elle est réduite. Et les effets délétères du système industriel aujourd'hui dominant amènent à la perte notamment la perte d'habitat, l'exploitation forestière notamment, donc changement dans l'exploitation des terres va affecter de manière massive l'intégrité de la biosphère, mais également la surexploitation avec la pêche, la chasse, le braconnage, les récoltes, les espèces invasives et les maladies qu'on voit apparaître, les pollutions et le changement climatique. Mais le changement climatique, la perturbation climatique est plutôt moindre par rapport au reste des facteurs. Donc, quand on sait ce qui va nous arriver, on peut se dire que c'est pas génial. Donc on est clairement dans la 6e extinction massive de l'histoire de la Terre, avec en 40 ans plus de 400 millions d'oiseaux européens qui ont disparu, 3 milliards aux États-Unis. Il y a, même quand l'espèce n'est pas encore éteinte, les animaux meurent. Donc je vous amène à réfléchir. Enfin, peut-être vous avez déjà lu les rapports du WWF. D'ailleurs, ce matin, dans la thèse de Lucas, il en a parlé. Donc effectivement, ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants et tous les travaux de l'IPBES permettent de mettre à jour, l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, permettent d'avoir des informations tout à fait à jour et tout à fait inquiétantes pour la vie. Parce que la vie, c'est aussi nous. Donc voilà, c'est ça qui nous dérange un petit peu. Alors, en 2015, on a eu la limite franchie pour le changement d'affectation des sols. Et pour ce qui concerne le cycle du phosphore. Le phosphore est aussi, la roche phosphatée est extraite pour aussi un engrais très important dans l'agriculture. Et il y a eu cette nouvelle catégorie des limites planétaires qu'on a réussi à modéliser et pour laquelle on a pu observer qu'on avait effectivement dépassé les limites qui s'appellent les nouvelles entités. Peut-être que vous connaissez, en 2022, une publication qui est sortie récemment. Donc en fait, c'est toutes les particules, toutes les substances nouvelles qui sont naturelles, mais qui n'étaient pas présentes sous cet état, à l'état naturel, et donc ils vont se retrouver sous de nouvelles formes dans l'environnement. On va les retrouver dans les milieux, dans l'air, le sol, l'eau, mais aussi dans les milieux, dans les organismes eux-mêmes. Ça peut être des particules de plastique, ça peut être des antibiotiques, ça peut être des fractions de médicaments, ça peut être évidemment tout ce qui est perturbateur endocrinien, des pesticides, voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'on en retrouvait à peu près partout et que ça augmentait de manière exponentielle. On pourrait se dire, on ne sait pas trop ce que ça fait. Dommage, on commence à bien comprendre ce que ça fait avec les perturbateurs endocriniens. Où ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais c'est juste le fait qu'il y ait une substance. Alors, le cycle de perturbation de l'eau douce, et plus particulièrement de l'eau dite verte, c'est-à-dire toutes les précipitations terrestres, l'évaporation, l'humidité des sols, qui est essentiel au fonctionnement des écosystèmes, a été dépassé également en 2022. Il nous reste quand même la limite au niveau international de ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est-à-dire tout ce qui est cours d'eau, réservoirs, aquifères. Alors au niveau local, ça peut ne pas du tout être le cas, mais au niveau global, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en prenant un peu de recul sur le cadre des limites planétaires ? Déjà, c'est un système, vous êtes peut-être pas encore formé dessus, donc on voit vraiment que c'est des sciences du système Terre qui sont relativement nouvelles. Dans le domaine scientifique, en tout cas, c'est le cas, c'est relativement nouvelle. C'est une science qui est assez jeune et qui, du coup, cherche, vous l'avez vu, à essayer de comprendre le comportement de la Terre, qui est considéré comme un système en étudiant ses composantes, leur interaction, qui inclut l'activité humaine. Et cette grande complexité rend la tâche quand même assez dure. Et c'est la raison pour laquelle il y a des simplifications qui sont importantes et donc des incertitudes qui sont importantes. Et un autre aspect aussi, c'est que les limites planétaires, elles se focalisent sur la stabilité des processus de régulation des systèmes Terre et elles laissent de côté la question des ressources, c'est-à-dire en termes de quantité de ressources qu'on a par exemple dans la croûte terrestre.
Et donc, la raréfaction de certaines des ressources peut aussi poser problème. Et c'est un problème qu'il faut additionner à celui-ci. Le concept des limites planétaires, il rencontre un certain écho, surtout dans tout ce qui est politique publique internationale et dans les grands sommets de la Terre. Il permet d'avancer le cadre de réflexion avec, de questionner en fait les fondements de nos sociétés, donc avec les politiques publiques d'accompagnement et de prise en compte au niveau international sur des accords, en débouchant sur des accords internationaux. Donc cette traduction en décision politique, en fait, elle est difficile. On le voit au niveau des accords internationaux, que ce soit des COP, qu'on a du mal à trouver des accords qui font vraiment sens et qui sont homogènes, parce que ça vient questionner la question du partage équitable du droit finalement à polluer, de cette capacité de la Terre à fournir des ressources et des services. Et donc il y a des questions en termes de variabilité d'échelle qui sont hyper importantes, de grandfathering aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pollué dans le passé, d'héritage si vous voulez, et puis ça appelle à des théories de justice distributive, et là on a beaucoup de différents types de justice distributive qu'on peut utiliser, et c'est intéressant de les mobiliser dans une démarche démocratique et peut-être pas démocratique. Alors, ce que me disait vraiment Sarah Cornell et qui insistait sur ce fait, c'est que ce n'est pas un modèle qui est prédictif, le cas des limites planétaires, que les limites, elles ne doivent pas être interprétées comme des seuils, si vous voulez, de droit à polluer, quoi. C'est-à-dire, on peut aller, là, on ne l'a pas encore vraiment dépassé, c'est bon, on peut y aller. Et chacun a le droit autant. C'est pas comme ça. Si on veut que certains puissent se développer dans un certain cadre, eh bien, ça veut dire que d'autres doivent réduire leurs émissions ou leur part qu'elles prennent du gâteau. Il ne faut pas utiliser le terme downscaling d'après les travaux de cette équipe. Il faut plutôt utiliser ce qu'on appelle la déclinaison, la translation, la traduction. Le cadre, ce n'est pas un modèle qui est conceptuel, donc c'est non descriptif, c'est adapté pour les policymakers, donc ceux qui vont participer à la définition des normes et puis des politiques environnementales et des directives, etc. Mais ce n'est pas utilisé pour les scientifiques pour faire, par exemple, des statistiques et pour faire, avec une loi de régression linéaire, d'avoir une quantité qui pourrait être amenée à un budget, à une cible. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment un cadre qui essaie de représenter les choses de manière analytique, mais avec, justement non analytique, avec plein de variables qui sont différentes. Et c'est resté, en fait, dans notre vision comme une sorte d'image qu'on retient. Et pour la petite histoire, c'était vraiment les éditeurs de Nature qui ont aidé en fait à arriver en fait à cette sorte d'image pédagogique qui à la base n'était pas l'image qu'avaient imaginé les chercheurs dans cette équipe. Donc ça permet de se positionner sur des objectifs qui sont fondés sur des résultats scientifiques et d'accompagner en fait des politiques globales. Donc c'est assez intéressant, et puis alors avec l'humour de Sarah Cornell, ce qui est intéressant aussi, ce qu'elle dit, c'est que ça permet aussi de se rendre compte que les chercheurs peuvent collaborer ensemble et des fois ont quand même des bonnes idées, peuvent se parler ensemble et peuvent donner des indications quantifiées qui sont interprétables, qui sont assez robustes et voilà. Alors, elle donne cette image du Rubicon, qui est pas mal, du Rubicube, on l'appelle comme ça. Donc, quand vous en changez une, ça a des effets collatéraux sur les autres, et je trouve que cette image est assez intéressante. Je vous amène aussi, donc je vous ai mis toutes les références dans la présentation, à par exemple les publications de l'équipe de AIA, où elle montre comment ce cadre peut être décliné au niveau local et global, avec toutes les dimensions socio-économiques, éthiques et biophysiques, évidemment, qui sont attachés à ces réflexions dans ces recherches. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai essayé de présenter un peu de manière formelle le cadre. Si vous voulez poser une question. Ouais. Même s'il y a eu ce débat à un moment donné avec Crutzen et Stéphane, c'était l'idée que si on est capable de tout modéliser, à ce moment-là, on peut tout contrôler. Bon, en fait, ça, ce n'est pas vraiment l'idée de l'équipe actuelle du Resilience Center de Stockholm. Au contraire, c'est plutôt d'aller vers des moyens, des mécanismes qui vont être plutôt sur des modes de vie plus soutenables, désirables, avec une sobriété volontaire ou de durabilité, de frugalité. Des mécanismes de compensation de carbone ou de marché de carbone peuvent émerger, mais ont eux-mêmes leurs limites.
Et puis, il y a aussi des moyens avancés depuis toujours, enfin depuis ces publications, sur les technologies qui peuvent permettre de changer la donne. Mais grosso modo, si vous regardez les publications de Rockstrom et de l'équipe de SRC, c'est de plus en plus alarmant et de moins en moins on pense que les phénomènes de compensation sont adaptés en fait à la situation dans laquelle on est, parce que toutes les émissions que l'on rejette, eh ben, sont des émissions qui sont rejetées. On ne peut pas les récupérer en fait. Hein, là, j'ai mis des images un peu de catastrophe juste pour voir qu'avec, par exemple, l'exemple des méga-feux, on se retrouve avec une quantité de CO2 équivalent qui est émis dans l'air qui est 14 fois, enfin en 30 jours, en 2019, on a eu en France 14 années d'émissions. Donc voilà. Donc oui, ce que je viens de dire, c'est ça, c'est que si vous regardez un petit peu les vidéos, notamment la vidéo qu'il avait fait en 2020, en disant, bah, en fait, il y a encore notre mission, enfin, il essaie vraiment d'engager les chercheurs et les concepteurs en ingénierie pour leur dire, bah, vraiment, enfin, là, on a 10 ans pour changer la donne, parce que tous les tipping points, donc tous les points de bascule que j'avais pu identifier, enfin, je parle à sa place, hein, en 2006-2009, sont en train d'être dépassés plus rapidement que ce qu'on pensait. Voilà, et si vous écoutez un peu les chercheurs là-dessus, bah, voilà ce qu'ils disent, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. On ne peut pas dire que le changement global ait suscité jusqu'à présent de réactions sociales ou politiques à la hauteur du défi. Refusant le cynisme et le découragement souvent de mise à ce sujet, certains ont pensé que peut-être le discours des scientifiques était trop abstrait et érudit et ont proposé des vulgarisations sous forme de résumés pour décideurs en vain. Donc il y a des appels à mobilisation, des mises en garde de décisions politiques, de la vulgarisation scientifique que vous pouvez aller consulter. Je crois qu'on a à peu près exploré tous les canaux de messages possibles. Après, c'est le hibou, voilà, s'il est encore vivant. Donc je vous ai mis quelques références là-dessus. Voilà, il y a plein de films aussi, plein de choses qui sont vraiment bien. Alors, j'avance du coup. Sur le deuxième aspect qui est finalement comment est-ce qu'on peut intégrer cette nouvelle donne en fait en ingénierie, en conception en ingénierie et en recherche en ingénierie pour qu'elle soit permacirculaire. Alors la permacircularité, c'est un terme que j'emprunte à Ansperger et puis Bohr qui sont utilisés en 2017, qui est un principe qui inscrit le système qui est considéré au sein des limites planétaires. Donc ça permet de renvoyer au concept de l'écologie intégrale. Et c'est une démarche qui nécessite de changer à la fois le cadre politique, puisqu'on le voit, ça nécessite de repenser la démocratie avec un prisme permacirculaire. D'autre part, de philosophie économique. Alors il y a ce que Hayek a fait émerger, qui est le phénomène de catalaxie, qui est repris dans les travaux d'Ansperger sous le terme éco-catalaxie, qui serait une émergence libre à partir d'acteurs adhérents à un niveau d'action micro, respectif à des règles cadres qui, ajustées aux données écologiques, permettraient de s'en remettre à une forme de philosophie économique écologique. Donc les deux principes cadres que propose cet auteur sont la démocratie doit intégrer les limites de la biosphère et la nécessité de sa régénération à tous les échelons de ses institutions et de ses règles. Et le deuxième principe, que les personnes physiques et morales, citoyens et entreprises notamment, doivent intégrer dans leurs critères de choix et dans leur processus de décision des signaux que cette démocratie leur transmet quant aux limites de la biosphère et à la nécessité de sa régénération. Et la troisième composante dans cette permacircularité, cette démarche, c'est d'ordre d'anthropologique, c'est-à-dire changer finalement l'homo sapiens en homo sapiens permacircularis. Rien que ça. Donc on va aborder la question du cadre politique. Ça pose des questions de démocratie et de conditions externes nécessaires dans une mutation plurielle de nos sociétés. Alors si on revient à Dominique Bourse, qu'il explique en 2023 dans un livre qu'il a écrit, il rappelait les 3 modalités d'exercice de l'influence des citoyens sur la prise de décision publique. La première, c'est la modalité représentative ou délégative. En fait, c'est le fait que par élection, on vient se projeter dans une trajectoire de décision potentielle. C'est-à-dire on élit quelqu'un sur son programme, en gros. Donc ça, normalement, ça va de pair avec une possibilité de recall, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre fin aux fonctions d'un représentant au cours de son mandat s'il ne répondrait pas à cette trajectoire de décision potentielle. Deuxième modalité, c'est la modalité participative et délibérative.
C'est, vous savez, tout ce qui est conférences de citoyens, sondages délibératifs. Donc il y a des exemples en France qui ont été assez intéressants. Il y a un petit flou juridique et d'articulation qui est particulièrement difficile avec la modalité représentative ou délégative. Et la troisième modalité, c'est celle de la démocratie représentative semi-directe que l'on va avoir notamment avec le système de votation que l'on a en Suisse, avec des règles adjacentes qui peuvent être, par exemple, un temps dédié pour arriver à la population de répondre à cette votation, aux questions qui lui sont posées, par référendum notamment. Alors, ça n'aboutit pas toujours, il y a des lobbies, il y a pas mal d'éléments qui sont difficiles, mais voilà. Et à travers ces trois modalités, il y a vraiment un dosage qui est assez délicat pour arriver à finalement amener à des formes de gouvernance qui peuvent être complètement différentes. On peut avoir des règles adjacentes, un vote majoritaire par préférence, un temps dédié par citoyen, etc., qui permet en fait de mettre en condition, en articuler ces trois modalités et qui permettent d'être dans des bonnes conditions pour pouvoir y répondre en fait. D'où les deux points supplémentaires, qui est le pouvoir comme lieu vide. Ça, c'est un concept de Lefort, qui est le fait qu'il y a une limitation du mandat qui interdit l'incarnation du pouvoir à l'identification à un individu. C'est-à-dire qu'on considère que l'occupant est transitoire. D'accord, ça évite la confusion entre l'intérêt public et privé. Et le pluralisme, avec deux conditions sous-jacentes, qui sont d'une part que la société civile, elle est embrassée dans un pluralisme constitutif qui est différent de la sphère politique, et que la diversité politique elle-même, elle reconnaisse en fait la légitimité du camp adverse à exercer le pouvoir. Et on voit que c'est mis à mal aujourd'hui dans une société qui est un petit peu gouvernée parfois par le marché, où l'État est réduit à une forme de payant gratuit. Et puis, d'autre part, il y a des conditions externes qui sont nécessaires. Et là, on est bien placé pour en parler, puisque ces conditions externes à l'exercice de cette démocratie pour avancer vers cette mutation plurielle et diverse des sociétés, ça renvoie à ce que Pierre Rosanvallon appelait la contre-démocratie au sens des contreforts de l'Église. C'est les conditions du système éducatif universel. Donc, c'est pourquoi est-ce que vous êtes là dans cet amphi aujourd'hui, avec toute la diversité des médias qui existent, le fait qu'on va organiser un pluralisme qui permette aussi l'expression d'opinions citoyennes, des syndicats, des ONG, dans une société civile qui est organisée. Et voilà. Des questions par rapport à ces enjeux de démocratie participative? Ça vous parle? Vous voyez l'idée? Très bien. Le deuxième élément sur la permacircularité qui me semble pas mal important à mettre en avant, c'est celui qui est de l'ordre de la philosophie économique, mais là j'ai parlé d'éco-catalaxie, alors outre le fait que ça soit un terme un peu pompeux, il y a l'idée qu'en entreprise, c'est pas évident, d'accord? Donc pour ça, je renvoie aux travaux notamment de Crona, où en fait ce qu'elle montre, donc qui est au Resilience Center de Stockholm aussi, elle montre que finalement pour les industriels, les risques économiques associés à leurs activités insoutenables sont plus importantes que le fait de faire face à ces changements dans leurs propres activités pour rediriger en entreprise leur manière de concevoir ou d'opérer dans les systèmes industriels, afin que ça soit donc compatible avec les limites planétaires. Et donc que finalement l'analyse de cette efficacité de l'investissement public-privé ne prend pas en compte l'ambition de cette soutenabilité. Donc en fait, en gros, il faudrait qu'on ait ce travail de réflexivité sur sur les financements et sur les accompagnements qu'on donne pour voir si c'est à la hauteur finalement des transformations qu'il faut par rapport à l'effet rebond économique que créerait une situation où on n'est pas préparé pour faire face aux effets de l'insoutenabilité des systèmes. Et donc notamment, elle montre aujourd'hui que l'état actuel de la finance soutenable, elle ne capture pas les impacts qui sont relatifs au fait de rester dans les limites planétaires. Là-dessus, vraiment, je vous renvoie vers ces publications qui sont très intéressantes. Un autre point assez original que je voulais vous montrer, c'est le travail de Jennifer Hinton, qui, elle, en fait, a étudié de manière assez large les types d'organisations par rapport aux objectifs qui sont visés, les bénéfices sociaux et les environnementaux et économiques. Et en fait, elle clarifie la position de la poursuite d'intérêts, que ce soit la poursuite d'intérêts privés ou la poursuite d'intérêts sociaux,
qui s'articulent en fait par rapport aux ambitions de ces organisations, par rapport à leur statut, par rapport aux groupes, par exemple, qui sont dans des multinationales, jusqu'aux ESS, qui sont avec des buts de non-profit. Et elle montre, alors désolé, la traduction en français, j'ai du mal là, mais qui permet de ne pas confondre tous les types d'organisations et qui ne permet pas de dire, bah non, cette entreprise, de toute façon, c'est mort, elle n'y arrivera pas. Bah, en fait, face à son système, on peut aller dans une analyse beaucoup plus fine pour comprendre quels sont ses intérêts et du coup, comment elle peut articuler son activité par rapport à ses intérêts. Voilà. Est-ce que ça vous parle aussi, ces deux éléments ? Vous avez des questions par rapport à ça ou Ok. Et donc le troisième élément, c'est d'ordre d'anthropologique et de pratique d'ingénierie située. Donc là, en fait, c'est comment vous, dans votre métier, vous pouvez arriver à mettre en œuvre cette problématique et intégrer en fait les limites planétaires. Et donc là, ça ouvre le pan de ce qu'on appelle le Design for Sustainability. Alors, déjà, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, puisqu'on explose toutes les limites dans toutes les directions. Donc, on a un certain degré d'amélioration possible, voire d'innovation, c'est-à-dire de vraiment penser en dehors de ce cadre-là. Donc ça, c'est hyper stimulant pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant comme époque. C'est pas du tout déprimant, en fait, de ce point de vue-là, d'un point de vue ingénierie. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir le courage de les affronter, parce que sinon, on va les subir. Donc, ça nécessite une forme de réflexivité pour vous. Et le cadre d'opération pour la redirection écologique des entreprises, il s'instaure dans une forme de temporalité, de périmètre, de zone d'action possible. Il y a aussi la problématique de tout ce qui est l'interaction globale avec des procédés sociotechniques qui sont mobilisés par l'ingénierie et qui vont avoir des effets dans la société sur lesquels on peut avoir un effet avec un degré de latence. Donc, la première hypothèse que je porte pour vous, en tant que chercheur, c'est celui de la réflexivité. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience, en fait, de la complexité de ce système ? Et là, pour cela, je vous ai montré qu'aujourd'hui, c'est difficile quand même d'avoir des doutes. On peut douter sur pas mal de variables, mais en tout cas, globalement, on a l'idée, quoi. Et qu'il existe des publications, des références, des conférences, des podcasts, etc. Donc, d'avoir conscience de ces systèmes complexes et le fait que c'est global, voilà, c'est atteignable. Donc, si le déni, il existe vraiment, est-ce que c'est vraiment une forme de déni ou est-ce que c'est une forme finalement d'expression simplifiée de la difficulté de piloter dans le noir ? À vous de vous poser ces questions-là. Et l'hypothèse 2, c'est les conditions externes nécessaires. Si je fais l'analogie avec le système démocratique, eh bien, les incertitudes scientifiques ou techniques mettent en relief l'irréductibilité des objets. Et ça vient aussi du monde scientifique dans lequel on est, où on a cette forme d'abstraction, la manière dont on conduit des analyses en ingénierie, qui vient prendre un peu le monopole de développement technologique par des acteurs dominants dans le champ économique, industriel et numérique. Et donc, on doit penser ce travail de redirection des métiers eux-mêmes, modifier en fait le cahier des charges économiques pour y intégrer des problématiques propres à l'éthique, aux responsabilités assumées, aux orientations, à cette innovation qu'on cherche à avoir. Ça remet clairement en cause le paradigme technique moderne. Et là, pour ça, vous avez aussi pas mal de littérature. Donc, effectivement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous voyez un peu que toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui nous montrent que ça a des effets directs et qu'il faudrait changer, réorienter cette notion d'optimum. C'est vraiment une critique de la technique qui n'est pas une technophobie, mais plutôt qui est l'idée d'utiliser les techniques pour ce qu'elles sont d'important. On peut par exemple utiliser les gains de productivité avec un plafonnement à la consommation, ça c'est plutôt intéressant. On peut utiliser les usages des objets et des services avec une compression dans des quantités qui sont autorisées dans les limites planétaires. On peut déployer des analyses des écosystèmes et du vivant avec une variation d'échelle locale, globale, en prenant en compte les effets rebonds, ce qu'on va retrouver notamment dans les analyses multicritères, multi-impact de type analyse du cycle de vie.
Bon, je ne vais pas revenir sur le paradigme technique moderne, mais si vous voulez, on pourra revenir là. Ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on est dans cette vision très cartésienne de la technique, et qu'Olivier Lefebvre, je pense que vous connaissez. Ouais. Du coup, il a écrit, quand il écrit Lettres aux ingénieurs qui doutent, voilà, il présente un petit peu la création de cette dissonance cognitive et les mécanismes naturels pour l'être humain à survivre quand il est en dissonance cognitive. Et donc lui, pour y remédier, il propose deux choses, de rendre insupportable l'activité d'ingénierie, qui est facteur d'insoutenabilité. Donc en gros, lui, il dit faut dégrader le confort et les privilèges qui sont rendus par l'activité dissonante. Par exemple, on met un double impôt sur les grandes fortunes avec taxation du CO2 sur le patrimoine, on dénonce l'insoutenabilité des pratiques, par exemple dans certaines formes d'industrie ou par exemple des jets privés. La formation du corps des ingénieurs et techniciens supérieurs pourrait évoluer. Voilà. Et puis, d'autre part, il dit qu'il faut rendre plus désirable l'extérieur des alternatives, avec des alternatives radicales d'activités d'ingénierie, en mettant à cœur la coopération pour recouvrir à des moyens d'action publique non individuelle, changer de prisme individualisme au prisme collectif, avec notamment la participation à la prise en charge collective et ses moyens de subsistance. Donc ça, c'est un mouvement qui est très fort dans l'écoféminisme. Planifier la redirection écologique, organiser des fermetures, refuser l'usage rendant dépendant de la technologie non soutenable, qui est très important dans le numérique, et combattre le mépris de classe, l'injustice et la discrimination. Et ça débouche, du coup, là, ce deuxième élément, rendre plus désirable l'extérieur des alternatives radicales, ça débouche vers davantage de convivialité, de frugalité qu'on peut avoir, qu'on voit émerger à la fois au niveau des laboratoires de recherche, mais aussi dans les écoles d'ingénieurs ou en France notamment, et aussi à l'étranger. Et ça permet d'avoir une nouvelle forme d'action collective émergente qui est totalement engagée, qui refuse vraiment cette distinction entre l'engagement professionnel et extra-professionnel, qui est vraiment dans une forme de volonté de plus en plus affirmée d'avoir un impact sur le monde, qui est en quête de cohérence aussi entre ses convictions et ses valeurs, son activité professionnelle, son engagement militant, son mode de vie de consommation. Dans cette hypothèse 2 des conditions externes nécessaires, ça amène à des actions collectives qui permettent de ne pas travailler en loup solitaire, notamment c'est ce qu'on peut voir apparaître et ce sur laquelle il faut qu'on agisse en tant que chercheur. Fédérer donc pour ceux qui font une thèse après peut-être, fédérer des communautés autour de ces questions de soutenabilité socio-technique qui permettent l'existence de sociétés démocratiques dans les conditions d'habilité de la planète, partager les connaissances, le savoir-faire, tout ça. Et là aussi, il y a des milieux favorables. Le milieu favorable est en train d'émerger, il existe. Et c'est à vous de choisir aussi le milieu dans lequel vous voulez travailler. Donc, de ne pas vous tromper, ça peut être pas mal, parce qu'après, peut-être que ce sera difficile d'en ressortir de cette fameuse cage dorée. Voilà, est-ce que ça suscite peut-être en vous certaines réflexions? N'hésitez pas. Ouais. Je trouve intéressant, parce que je n'avais jamais entendu, c'est le côté un peu anthropologique. Oui. Et peut-être je me suis dit, alors on dit beaucoup, avant que tu développes la mode, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est pas un aveu, et on se dit, notre espèce, on est incapable de surmonter ces problèmes, parce qu'on a tous nos biais, c'est des cerveaux de primates, donc on fonctionne un peu comme ça. Et finalement, oui, je changeais un peu le système, par exemple, on empêchait les politiques de penser, d'aller vers leur intérêt personnel, des choses un peu comme ça, mettre en place. Je me dis, c'est très intéressant comme approche. Et je me dis, avant, il y avait l'introduction un peu plus sur les limites planétaires, avec, j'ai oublié, je suis mauvais pour les noms, mais quelqu'un qui disait, il reste 10 ans pour agir. Oui, est-ce que tout ça peut être mis dans les 10 ans, si c'est pas 10, mais 20, 30, est-ce qu'il faut quand même le faire? Autrement, ça me fait penser un peu tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est le bon moment pour poser cette question. En fait, si, non, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Par rapport au timing, si, c'est quand même assez alarmant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait, on bascule vraiment dans un... Enfin, moi, j'ai été vraiment sensibilisée, ça fait longtemps que je travaille là-dedans, j'ai fait ma thèse dedans, donc voilà, c'est mon domaine, quoi. Mais j'ai quand même pris vraiment cher au Resident Center de Stockholm. Parce que les chercheurs qui travaillent dessus et qui disent qu'ils n'arrivent plus à comprendre les phénomènes naturels, parce qu'on a déjà basculé, et qu'en fait, on pense anticiper sur certaines choses, mais ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a l'interaction de X facteurs qu'on n'avait pas modélisés, nous montre que en fait, c'est la cohérence des modèles qui va maintenant être questionnée si on sort des limites planétaires.
Donc, en fait, ça veut dire qu'on va être, de fait, dans une société d'adaptation qui va nécessiter d'avoir une capacité de résilience, de dynamique, quoi. Et si on n'a pas cette capacité-là, si on ne l'a pas construite avant, si on rentre dans le 21e siècle avec un esprit du 20e siècle, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué socialement, je veux dire, c'est des conflits, etc., quoi. C'est en ça que il faut anticiper. C'est pas sur le fait de se dire, il n'y a plus que ça, bah voilà, organisons-nous, pom pom pom. C'est le fait de se dire que l'effet ensuite est tellement important que là, on va avoir du mal. Bon, puis d'autre part, les 10 ans pour agir, ça c'est au niveau, on va dire, global, international, mais il y a déjà des pays où c'est plus vivable. On prend le Sahel, par exemple. Donc, il y a déjà des pays où les gens y meurent. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire qu'on a une vision très d'homme privilégié, quoi, un peu. Voilà. C'est pour ça qu'on doit, avant d'être dépendant de nos privilèges, il faut quand même qu'on réfléchisse à ces privilèges-là. Je pense que c'est un peu ça que j'essaie d'amener. C'est typiquement le cas avec les systèmes numériques. Vous voyez, les systèmes numériques, vous êtes hyper heureux d'avoir un nouveau système numérique qui va vous aider pour plein de fonctionnalités. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des effets cliquets de dépendance, en fait, et en fait, qui après vous empêchent de revenir en arrière. Qui en plus, bon, ça c'est Tainter qui l'explique bien sur la complexité. Vous avez un effet complexe qui amène à des arbres en fait, de dépendance et qui ne sont pas réversibles, quoi. Ça vous parle peut-être plus sur les enjeux du numérique. Enfin, les enjeux du numérique, c'est vraiment un exemple classique où on se dit, bah ouais, c'est clair que revenir en arrière, c'est juste pas possible, en fait. On ne sait plus faire comment c'était avant. Ouais. Revenir en arrière, c'est pas possible. Non. Si, ça sera possible, de toute façon, on n'aura pas le choix. Ben, on ne sera pas en arrière, parce qu'en plus, on sera dans un système, des écosystèmes qui sont déstabilisés, qui ne fonctionnent plus de la même manière. Donc, on ne reviendra pas en arrière. Oui, mais de penser qu'on pourrait être dans un milieu qui a été favorable à notre développement avec moins, ce ne sera pas la réalité. C'est-à-dire qu'on sera plutôt dans un monde en ruine. C'est ça que nous expliquent les chercheurs quand même. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un effondrement de la biodiversité, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas juste on peut retourner en arrière ou on peut se rendre indépendant de certaines ressources. Ou de certaines... Puis il y a certaines choses... c'est tout le développement en fait que je vais peut-être expliquer un petit peu après, je ne sais plus très bien, sur l'idée d'héritage et fermeture. Voilà, j'adore cette slide. Sur l'héritage et les fermetures, c'est-à-dire comment on prend la responsabilité des ruines de cette société. Je suis désolée, c'est pas très jovial, mais vous pouvez faire ce sport international qui s'appelle faire l'autruche. En costard-cravate, c'est encore plus classe. Je poursuis. Alors, comment on s'y prend, du coup? Eh bien, j'aime bien reprendre les propos de Vincent Robin qui explique, en fait, qu'on peut avoir 3 types de changements, des changements désirables, sur une échelle géographique d'intervention qui elle-même varie, et avec une compréhension de la soutenabilité qui elle-même à différents degrés. Alors lui, il présente ça de cette manière-là. Donc on a le niveau, si vous voulez, changement conformatif, réformatif et transformatif. Avec le changement, si vous voulez, de base, qui serait le conformatif, c'est qu'on essaie de faire des meilleures choses. Donc c'est-à-dire, on reste très conventionnel. Le réformatif, on se dit, bon, quand même, il faut faire du développement durable, quoi. Voilà. Faire de l'économie verte, des technos vertes, voilà. C'est business as usual, mais on essaie de faire un peu mieux. Voilà. Et puis le transformatif, c'est faire les choses différemment. Donc c'est tout ce qui est abordé dans tout ce qui est les grandes transitions, c'est de nouveaux paradigmes, des nouveaux modèles de société, des nouveaux systèmes de valeurs. Je ne dis pas que dans ces nouveaux systèmes de valeurs, il n'y a pas des valeurs qui sont anciennes, pour revenir sur les propos précédents. Tout à fait. Il y a peut-être des exemples, par exemple, je ne sais pas, si on prend Deleuze, Illich, Thoreau, bon voilà, on avait quand même quelques penseurs à la base qui ont pensé cette réflexion sur la dépendance face aux technologies ou encore la convivialité.
Et donc, ce qu'on montre, c'est que les orientations et ces logiques de conception et de recherche ne sont pas les mêmes selon la manière dont on va envisager ces types de changements. Et du coup, si on est par exemple dans le changement transformatif, typiquement, c'est plus complexe, forcément. Et c'est plus systématique et plus impactant. Après, il y a le deuxième pilier, le deuxième axe, qui est la compréhension de la soutenabilité. Alors ça, moi, je suis quasi certaine que la plupart d'entre vous vous dites, oui, ça, c'est le développement durable. Cette vision distributive, un peu de social, un peu d'économique, un peu d'environnemental, et puis au milieu, c'est un machin qui s'appelle développement durable. Petit compromis. Voilà. Il y en a d'autres qui disent, non, le développement durable, c'est plutôt l'économie au service des êtres humains, de la société, du social, qui est lui-même dans le cadre des limites planétaires. Okay ? Donc je renvoie aux travaux de Laura Acevedo, qui montrent en fait plusieurs philosophies associées aux caractéristiques que l'on a en soutenabilité, qui correspondent à ces différentes images, alors là, qui sont un petit peu imagées. Donc vous voyez l'environnement comme un tout, fondé sur des ressources, le focus social, la vision distributive, la vision socio-économique. Et si on est dans la soutenabilité forte, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de compromis possible de substitution des impacts par une dimension par une autre. Et donc à ce moment-là, on peut regarder ces philosophies de la soutenabilité et voir que celles qui tiennent de la soutenabilité forte ne vont pas être du tout les mêmes que celles qui tiennent de la soutenabilité faible, et qu'aujourd'hui dans la société, lorsqu'on parle par exemple de green economy, de blue economy, de triple bottom line, de sustainable development goals, on est plutôt dans des visions de soutenabilité relative et faible. Et quand on est dans des soutenabilités fortes, on va être plutôt dans ce qu'on appelle par exemple le donut économique, le natural capitalisme, les planetary boundary, l'absolute sustainability, la permacircularité, l'économie solidaire, etc. Et du point de vue, ce qui est en train de se passer au niveau de l'économie circulaire au niveau de l'Union européenne, c'est plutôt une soutenabilité qui est relative et plutôt faible, du coup, puisque globalement, on continue à augmenter nos impacts. Donc, par rapport à cette troisième échelle, qui est sur le type de changement désirable et l'échelle géographique, ça nous renvoie vers ce qu'ont développé les chercheurs Sechin et Katsuotsoi depuis, alors en 2020 notamment, ils ont publié ce cadre-là, mais ça fait déjà un moment qu'ils avaient présenté ces travaux, 2017 je crois, 2016, merci, avec deux échelles. Vous avez l'échelle en fait à l'horizontale ici qui est le cadre d'intervention, qui est du niveau isolé jusqu'au niveau systémique. Donc globalement, si par exemple vous changez un matériau par rapport à un autre, là on est dans le niveau isolé, matériaux composants. Vers le produit, on est un petit peu plus systémique. Le système de produits-services, encore un peu plus, jusqu'aux communautés locales et systèmes socio-techniques. Et puis sur l'axe des ordonnées, on essaie de répondre avec quel regard est-ce que je comprends les problématiques écologiques. Donc là, on est plus sur la définition du problème de conception, où on vient passer d'un niveau technocentré à un niveau anthropocentré, donc en passant par les interactions qu'on peut avoir à tous ces niveaux de gradation. Et donc, ce qu'ont montré un petit peu ces chercheurs, et ce qui est intéressant, c'est que dans leur bouquin, ils ont fait un peu un état de l'art aussi des méthodes en fait, d'analyse d'impact qui ont existé avec une certaine... on va dire, une histoire en fait, du développement de ces méthodes et ces outils, et aussi des indications pour les ingénieurs, pour les étudiants et pour les chercheurs. Donc, il y a le niveau produit. Donc là, typiquement, ça va être l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, vous connaissez, c'est comment est-ce que je peux réduire les impacts environnementaux qui sont générés par exemple, ce micro, en faisant son analyse cycle de vie, par exemple, de manière quantitative, et puis en regardant comment est-ce que je peux réduire les impacts au niveau de ce produit pour cette fonction-là. Après, au niveau au-dessus, on va avoir l'approche produit-service-système. Donc là, on va rentrer dans ce que appelle pas mal Buckley, par exemple, Nicolas Buckley, ça va être les typologies d'économie de la fonctionnalité. Avec, on peut avoir l'approche de location, par exemple, de car sharing. Voilà, donc tout ça, ça va être au niveau produit-service-système. Après, au niveau spatio-social, on va monter d'un cran, par exemple, au quartier de la ville, en prenant en compte les infrastructures humaines, les communautés, différentes échelles. Et puis, au niveau du système socio-technique, là, on va prendre en compte, par exemple, la problématique de la mobilité sur tout un territoire. Et donc là, on va rentrer dans une satisfaction de besoins qui sont de type mobilité sur un territoire donné, avec toutes les solutions modales qu'on pourrait avoir.
Et ces chiens inégalités au seuil orientent leur cadre vers ce niveau supérieur qui irait jusqu'au niveau planétaire et essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut articuler ces outils de design for sustainability qui sont utilisés et déployés aujourd'hui en ingénierie avec le cadre des limites planétaires. Et pour cela, ça renvoie vers les limites planétaires, enfin l'absolu, où là, on se pose des questions sur à qui s'adresse en fait le besoin, le produit qu'on cherche à développer, ou le système, ou le service. Et à partir de là, on essaie d'avoir une discrétisation, une répartition. Tout à l'heure, je vous ai parlé des principes d'allocation en fait des impacts, avec différents principes politiques qu'il y a derrière. Donc, ça peut être, par exemple, equal par capita, ça c'est principe égalitaire, historical debt, donc on prend en compte l'histoire, la dette historique, la capacité à réduire, donc c'est-à-dire on imagine la capacité de réduire d'un produit éco-conçu, donc on vient lui donner davantage de droits à polluer, etc. etc. Voilà, donc on a un différent type de principes d'allocation, donc là c'est en anglais, désolé. Ces différentes catégories avec des objectifs différents donc, traduisent différents principes qui permettent de calculer les facteurs d'allocation qu'ensuite on va utiliser dans nos logiciels de calcul d'impact environnemental. Ça nécessite aussi de savoir faire des inventaires. En fait, il faut tout faire pareil qu'une ACV. Et en plus, on rajoute un niveau de difficulté supplémentaire en pensant à ces différents principes de partage. Et selon ces auteurs-là, on vient, donc là c'est les auteurs de Denmark University, Technical University, donc à Copenhague, où là on vient essayer de réfléchir à des méthodes pour faire l'Absolute Sustainability. Et notamment, ce que disent les chercheurs de l'Absolute Sustainability Center, c'est qu'il faut au moins faire varier 5 différentes méthodes d'allocation pour regarder un peu la manière dont ça évolue, quoi, en fait. C'est une analyse de sensibilité. Voilà, et donc ça amène à des questions qui peut-être vous dites, ouais, c'est des questions vraiment, ça amène à des impasses, ou au contraire, ça peut ouvrir vers une forme d'opportunités qui sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire, du coup, ça veut dire que ces questions-là, clairement, on voit bien c'est pas des questions qui sont individuelles, il faut les porter au niveau collectif. Que c'est un dialogue qui nécessite d'être au travers de ces conditions de démocratie participative que j'ai exprimées juste avant. Voilà, donc en conclusion, j'avais envie aujourd'hui de faire quand même une petite introduction sur le cadre des limites planétaires, revoir un petit peu les types de changements qu'on peut instaurer, avec ce qu'on pense être désirable pour nous, mais également par rapport à notre échelle d'intervention et notre expertise, par exemple en ingénierie, avec une certaine compréhension de la soutenabilité qui en a sous le capot. Il ne faut pas qu'elle soit juste superficielle, sinon on voit que ça nous amène vers une soutenabilité qui est faible et en plus relative. Donc les enjeux de soutenabilité des activités humaines, ça nécessite vraiment des mutations socio-écologiques plurielles et diversifiées dans un monde soutenable, et ça engage vraiment des stratégies de scénarios globaux et transformatifs. Et donc, il s'agit de construire en fait cette pluralité de trajectoires, voilà, et voilà, et voilà, et donc du coup, non, ça c'était juste pour rigoler. Et donc, il est urgent d'apprendre à faire moins mauvais. Je pense que c'est un peu le message que j'essaye de dire, c'est que si on ne prend pas en compte ces limites planétaires, eh bien, en fait, on n'arrive pas à se rendre compte de l'effort à fournir. À partir du moment où vous mettez en fait une idée de limite, là, vous prenez conscience qu'il faut peut-être renoncer à certaines choses qui nous paraissaient être comme des besoins presque essentiels, et qu'en réalité, on est vraiment au-delà de cette limite. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Alors, je vous ai mis pas mal de références aussi. Et voilà. Merci.